On se représente parfois la vie comme une ligne droite, une trajectoire bien définie, un choix évident. Mais je vous pose la question, vous ne vous demandez jamais si tout ça ne serait pas une vision un peu simplifiée des choses ? Parce qu'en avançant, les chemins bifurquent, et parfois au-delà des règles établies. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour rêver, pour s'ouvrir et pour surprendre. Bienvenue dans Courant Alternatif, le podcast des esprits libres qui s'intéresse au parcours de celles et ceux qui avancent autrement. Ici, vous allez le découvrir, pas de vérité figée, mais plutôt des chemins de traverse, des tensions et surtout une conviction. C'est dans le contre-courant que naît le futur. Alors, rejoignez-nous, je vous invite. C'est parti pour explorer des projets artistiques, scientifiques, sportifs, mais aussi des initiatives citoyennes et internationales. Courant Alternatif, c'est l'écho de personnalités inventives, de thématiques pleines d'audace et de nos différences pour prendre conscience tous ensemble du potentiel de nos énergies créatives et susciter le changement. Alors, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à vous brancher sur une nouvelle onde ? Place à notre invité du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Courant Alternatif. Alors, je vous préviens, aujourd'hui, on va parler d'innovation, de science, d'écologie, avec ce qui pourrait être une grande alternative, préparez-vous, pour la planète. Donc, si vous êtes intéressé par les bouleversements, ce courant alternatif est pour vous. Bonjour Marie Perrin. Bonjour Guillaume. Et merci beaucoup de nous faire l'honneur et l'amitié de participer à ce 5e courant alternatif. D'autant qu'en plus, tu viens de Suisse. Tout à fait, j'étais dans le train depuis Zurich jusqu'à Paris ce matin, donc c'est un grand plaisir d'être là. Donc c'est très sympa effectivement d'avoir fait le trajet pour venir nous voir. On va parler d'énormément de sujets, comme on le fait souvent dans Courant Alternatif aujourd'hui, de choix forts et de plusieurs réalisations, dont une qui est vraiment, je trouve, incroyable. Mais pour nos auditrices et nos auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Marie Perrin. Je suis chimiste de formation. J'ai fait mes études à Paris et j'ai complété ça avec un doctorat du coup en chimie à l'ETH de Zurich, donc en Suisse. Plus généralement sur moi-même, du coup, je suis franco-américaine, née aux États-Unis de parents français. J'ai grandi dans le sud de la France, à Toulouse, et je me suis orientée vers la chimie, une passion qu'on partage dans la famille. Ma mère était professeure de chimie, on en reparlera peut-être. Et effectivement, suite à mon doctorat, là, je me lance dans cette transition, dans ce courant alternatif de transitionner entre chercheurs et entrepreneurs, parce qu'effectivement, je me lance dans l'entrepreneuriat avec mes associés. On essaie d'amener sur le marché finalement une technologie que j'ai pu mettre au point pendant mon doctorat sur le recyclage des terres rares à partir des déchets électroniques et industriels. Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, ce que c'est qu'une terre rare ? C'est très important parce que la définition, il y a pas mal de confusion dans les médias parce que c'est un sujet qui est très, très d'actualité. Les terres rares, c'est une famille d'éléments, de 17 éléments. Si jamais tu te rappelles de tes cours de chimie au collège, quand on regarde un tableau périodique, les terres rares, c'est surtout la ligne qu'on retrouve en bas du tableau périodique. Donc, ils ont des noms un peu savants, on n'en entend pas forcément trop souvent parler, mais le lantane, le cérium, praseodymium, europium, ils ont tous des noms un peu alambiqués. Et c'est un peu, on va dire, pas les bêtes noires de la chimie, mais finalement, c'est un sujet qui a été peu étudié. Et même moi, au sein de mon éducation, jusqu'au master de chimie, c'était pas forcément quelque chose qui était enseigné. Je m'en souviens, c'était à la fin de mon master sur la chimie inorganique, donc vraiment l'étude des métaux, où le prof, à la fin, nous donne un polycopier en mode, pour ceux qui sont intéressés, si jamais vous voulez en savoir plus sur les terres rares, on n'en parlera pas forcément, mais voilà, le polycopier. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est très enseigné, et ce qui est assez paradoxal, parce que finalement, c'est des éléments qu'on retrouve dans tous les objets du quotidien, dans ce micro, dans nos téléphones, mais dans plein d'énergies, plein de technologies pour la transition énergétique, que ce soit des voitures électriques aux éoliennes. On les retrouve vraiment partout parce que c'est des éléments qui ont des propriétés absolument fantastiques. Et quand on a su finalement les exploiter, c'est ça qui a aussi permis le développement technologique de tout ce qu'on utilise au quotidien. Donc, ils sont vraiment fascinants à étudier. Et on va en parler, mais il y a des vrais enjeux géopolitiques aussi autour des terres rares. Géopolitiques et environnementaux qui sont majeurs. Les terres rares, effectivement, si on peut revenir un tout petit peu sur leur histoire, c'est des éléments qui ont été découverts en Europe à la base, en Suède. Et puis après, le développement de leur séparation s'est fait vraiment aux États-Unis pendant le projet Manhattan, où du coup, les États-Unis ont vraiment été un leader des premières productions des terres rares dans les années 80-90. Et puis après, il y a vraiment eu un changement de paradigme où la Chine s'est emparée de ce marché-là.
Et c'était un ministre chinois à l'époque qui avait dit au XXe siècle, le Moyen-Orient avait le pétrole et au XXIe siècle, la Chine aura les terres rares. Pour vraiment montrer qu'il y avait cet enjeu géopolitique et économique très important. Et où finalement, la Chine a construit son monopole en investissement massivement dans ce secteur-là. Et où finalement, du coup, si on regarde les chiffres sur l'an dernier, c'était la Chine qui produisait 70% de la production minière. Donc quand même un chiffre assez conséquent. Mais en fait, ce chiffre-là va même au-delà quand on regarde le raffinage, c'est-à-dire la capacité à purifier et raffiner ces métaux-là, où la Chine est à 92% du raffinage mondial. Donc, c'est-à-dire même des terres rares qui sont extraites en Australie, aux États-Unis, finalement, elles sont renvoyées en Chine pour être séparées. Donc, un monopole géopolitique et qui est utilisé d'ailleurs actuellement comme arme économique. Si on regarde ne serait-ce que les nouvelles de la semaine dernière, où la Chine a rajouté, alors ils avaient déjà au mois d'avril ajouté 5 terres rares sur la liste des métaux qui étaient restreints à l'export. Et la semaine dernière, cette liste est passée à 12. Donc 12 sur les 16 éléments qui sont stables qu'on connaît des terres rares, avec effectivement des enjeux et un marché qui est assez volatile en termes de prix, en termes d'approvisionnement aussi. Et donc des pressions commerciales, on l'a vu avec la décision de Donald Trump en ce sens très récemment. Tout à fait. Alors, on va parler de ton projet justement qui est totalement lié à une des terres rares, l'europium en question. On va parler de ta start-up, ta belle start-up Recover. Avant ça, j'ai lu quelque part que tu disais que ça partait en quelque sorte d'une chimie contre-intuitive, ce oui, projet-là. Donc toi, tu as un courant alternatif à partir d'une chimie contre-intuitive. Est-ce que tu peux clarifier ? Oui, tout à fait. En fait, c'est assez intéressant parce que quand j'ai commencé mon doctorat, du coup, dans le groupe du professeur Victor Mougel à l'ETH de Zurich, l'objectif, c'était pas de faire du recyclage ou de la séparation de terres rares. C'était vraiment d'étudier ces éléments chimiques avec des systèmes bio-inspirés. Je pourrais revenir sur le sujet un peu plus tard. Et c'était effectivement de voir si on pouvait combiner ces molécules avec les terres rares, qui étaient assez contre-intuitifs d'un point de vue de chimie. C'est des molécules soufrées. Les terres rares, elles n'aiment pas trop le soufre, elles préfèrent l'oxygène. Bref, sans rentrer dans les détails, c'était un projet, on va dire, à haut risque quand j'ai commencé mon doctorat. Comme beaucoup de projets de thèse, on prend des sujets qui n'ont jamais été abordés et puis on regarde si on peut pousser finalement les limites de la connaissance humaine. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et finalement, on s'est rendu compte, pendant ces recherches, mon doctorat qui a duré quand même 5 ans, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on étudiait ces petites molécules bio-inspirées, qu'elles avaient cette capacité à distinguer les différentes terres rares, qui ça, d'un point de vue d'un chimiste, est très très difficile à faire. Et du coup, on a fait un pas en arrière et on s'est dit, est-ce que ça pourrait être utilisé pour la séparation et donc est-ce qu'on peut l'appliquer au recyclage ? Et ça, c'était pareil, les moments eureka de mon doctorat où on fait ses premiers tests et on regarde les résultats et on fait, mais c'est pas possible, genre, ça marche super bien, c'est incroyable. Et c'est un peu ça, après, qui a lancé le projet Recover, qui est encore au stade, je dirais, de projet de start-up. On n'est pas encore une entité légalement incorporée, on est encore dans l'incubateur de l'université, donc de l'ETH de Zurich, incubateur qui s'appelle la ETH Pioneer Fellowship et qui est vraiment fait pour que les scientifiques finalement arrivent à transitionner de scientifiques à entrepreneurs, parce que finalement une technologie en tant que telle, c'est pas forcément quelque chose qui peut être attractif à commercialiser, donc il faut vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut inclure ça dans un marché qui pour l'instant n'existe pas, parce que le recyclage des terres rares, les chiffres qu'on donne actuellement, c'est moins de 1% de taux de recyclage. Donc il faut vraiment tout inventer, tout découvrir en termes de chaîne de valeur. Quels sont les clients, où est-ce qu'on peut, quels sont les types de déchets qui sont intéressants à valoriser aussi, ça c'est très intéressant. Donc voilà, tout à apprendre. Mais donc l'aboutissement, c'est que tu as réussi à recycler l'europium. Tout à fait, donc ça c'était les premiers résultats qu'on avait en laboratoire, où on a réussi à montrer que ces molécules-là, elles arrivaient à séparer les différentes terres rares. Et on avait des très bons résultats, en l'occurrence avec l'europium, avec les autres terres rares aussi, mais le cas de l'europium, la chimie est un peu différente. Et finalement, comme on avait ces très bons résultats, on s'est dit, mais trop bien, à quoi est-ce qu'on peut l'appliquer en termes d'impact concret ? Et en fait, l'europium, on le retrouve pour ses propriétés luminescentes. C'est-à-dire que c'est de l'europium qu'il y a dans les écrans d'ordinateur, dans toutes les ampoules basse consommation. On les retrouve même dans les billets de banque comme traceurs pour éviter la contrefaçon. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut réussir à récupérer l'europium de ce type de déchets-là ? Et donc, on s'est attelé au recyclage des ampoules. Les ampoules qui sont un déchet qui est assez intéressant en termes de déchets électroniques plutôt que les écrans de téléphone, par exemple,
parce que on a finalement les lampes, on sait qu'il faut les collecter de façon indépendante, et donc il y a des forts taux de collecte, et aussi les recycleurs eux-mêmes savent assez bien comment démanteler physiquement les lampes, etc. Et on s'est rendu compte que ce qui leur restait des déchets de lampes, c'était cette poudre qui est extrêmement riche en terres rares, notamment en europium. Il faut savoir qu'il y a à peu près 20 fois plus d'europium en termes de concentration dans ces poudres de lampes que dans les minerais naturels. Donc, et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique, ça fait sens de s'atteler à ce recyclage. Et donc voilà, avec cette première preuve de concept qu'on est en train toujours d'ajuster à l'échelle de laboratoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie, dès le départ de cette aventure, d'allier recherche scientifique à impact concret sur la planète et le vivant? Pourquoi cette voie-là? Moi, c'est la raison pour laquelle je suis devenue scientifique et chercheuse, on va dire, de base. C'est vraiment cette volonté, notamment derrière la chimie. La chimie, c'est la science de la matière et des transformations. Donc, en fait, c'est la science qui permet de comprendre comment le monde fonctionne. J'étais ce genre d'enfant très curieux qui pose plein de questions à ses parents. Alors, j'avais de la chance, j'avais une mère chimiste qui, du coup, arrivait à répondre à ces questions. Et je pense que c'est ça qui m'a passionnée aussi. Je sais pas, là, en marchant vers le studio, c'est en automne, les feuilles deviennent orange et elles tombent. Pourquoi ? Ça s'explique avec la chimie, avec la chlorophylle qui finalement fonctionne plus aussi bien l'hiver, et les arbres qui produisent un gaz, l'éthylène, qui permet aux feuilles de tomber. Enfin, je veux dire, tous ces phénomènes-là, ça se comprend avec la chimie, et avec cette volonté de, si on comprend le monde, finalement, on peut agir dessus aussi, et de montrer comment la chimie peut apporter des solutions très concrètes à tous les problèmes auxquels on fait face actuellement, que ce soit en termes de perte de biodiversité, de changement climatique, des déchets, et en effet. Donc voilà, moi, c'était la raison pour laquelle je suis devenue chercheuse et scientifique. C'était pour avoir un impact positif sur le monde. Et au cours de mon doctorat, il y avait toujours cette question sous-jacente qui était qu'est-ce que je vais faire après mon doctorat ? C'est un peu la question que tout le monde se pose, surtout après des études aussi longues. On se dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Et où est-ce que je peux avoir le plus grand impact ? Donc, je commence à réfléchir à, dans l'académique, je peux continuer à faire de la recherche fondamentale, peut-être que ça peut aider. Ou alors, je peux aller dans l'industrie et vraiment travailler sur des projets très concrets avec beaucoup de moyens. Et finalement, je me disais, mais en fait, non, c'est pas l'impact. L'impact que je veux avoir, il faut qu'il soit plus rapide, il faut qu'il soit plus direct. Et finalement, au milieu de mon doctorat, je commençais même à m'orienter. Je suis vraiment passionnée par ce qui s'appelle science policy en anglais. Donc, c'est tout ce qui est apporter du conseil scientifique aux preneurs de décision, avec toujours cet ancrage dans la science. Et donc, je me suis dit, c'est trop bien, je peux faire ça pour essayer d'amener des meilleures décisions, on va dire, à l'échelle nationale ou internationale. Et finalement, j'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat pour plein de raisons. J'avais pas forcément d'entrepreneur, moi, dans mon cercle proche. Et puis, j'avais un peu ces clichés, du coup, de l'entrepreneur de Steve Jobs ou Bill Gates dans son garage en Californie. Et du coup, je me regardais moi et je disais, ça correspond pas forcément à l'image que j'avais de moi. Donc, j'avais jamais considéré l'entrepreneuriat. Et finalement, quand, on va dire, l'opportunité s'est présentée, une fois qu'on a, publié le brevet de cette technologie, où le Technology Transfer Office à l'ETH m'a dit, très bien, vous avez ce brevet, qu'est-ce que vous voulez en faire ? On peut essayer de le vendre à une grosse entreprise. Moi, je suis en mode, la technologie, elle est quand même pas super mature, donc si jamais il se vend, ils en feront rien. Mais vous avez la possibilité de développer ça vous-même et de voir jusqu'où on peut amener cette technologie. Et en fait, là, ça a vraiment été une révélation où je me suis dit, mais en fait, il est là l'impact que je peux avoir vraiment directement sur le terrain, en essayant de prendre quelque chose finalement qui est né vraiment de la recherche fondamentale et qui a transitionné un peu vers de la recherche appliquée, et où maintenant on travaille avec des recycleurs sur le terrain, enfin vraiment avec les vrais déchets du quotidien. Et donc ça a été un peu une révélation de voir que l'entrepreneuriat, c'était la façon pour moi d'avoir cet impact. Et ça peut vraiment changer les choses, parce que c'est Harvard International Review qui a dit ça récemment. L'extraction de terres rares, ça peut générer jusqu'à 2000 tonnes de déchets toxiques par tonne extraite. Ouais. Donc, ouais. On se dit que si demain, on arrive à recycler ce qu'il y a dans nos ampoules, on peut vraiment avoir un impact environnemental
très intéressant. Alors les ampoules, on va dire c'est un petit marché, mais c'est un peu cette compréhension du sujet de façon plus globale, où en l'occurrence la transition énergétique est vraiment nourrie par beaucoup de métaux. Les terres rares en font partie, mais voilà, l'extraction minière de ces métaux, elle a un coût. Elle a un coût social, elle a un coût environnemental. Notamment dans le cas des terres rares, c'est un coût qui est encore plus poussé parce que, encore une fois, c'est des éléments qui sont très difficiles à séparer. Et en fait, on les retrouve tous mélangés ensemble dans les roches naturelles. Et donc, c'est des procédés qui sont très gourmands en énergie, en produits chimiques. Et du coup, si l'exploitation minière se fait dans des pays où les régulations environnementales sont faibles, finalement, on se retrouve avec ces déchets qui peuvent être du coup exposés dans l'environnement, qui peuvent affecter les populations locales. Il y a eu pas mal de reportages qui ont été faits sur les villages cancer en Chine, à proximité des grosses mines. Et donc voilà, le recyclage, c'est une solution. Il y a des études qui montrent que finalement, si on arrivait à récupérer les terres rares de la plupart des sources secondaires qui ont été identifiées, on arriverait à fournir 50% de la demande. Donc c'est des chiffres qui sont très ambitieux, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de filière de recyclage. Mais dans un monde où on veut finalement essayer de rester au sein des limites planétaires, il faut amener de la circularité parce que c'est des ressources qui s'épuisent. Très intéressant. Je reviens un peu en arrière. Tu es donc une jeune femme, tu as quel âge ? J'ai 28 ans. 28 ans. Et c'est aussi pour ça que tu étais éligible au très beau prix que tu as gagné. Tout à fait, le prix des jeunes inventeurs. Voilà, qui ont moins de 30 ans. Moins de 30 ans, voilà, tout à c'est fait. ça. Qu'est-ce qui t'a, toi, déjà, pour commencer, amené vers la science ? Donc, tu es une maman scientifique, tu disais, il y avait d'autres curiosités ? Non, c'est vraiment ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est cette curiosité pour le monde et cette compréhension du monde à travers les sciences. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au cours de mon parcours, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a semblé impossible. Enfin, c'était pour moi quelque chose qui était complètement normal et accessible de continuer dans cette filière scientifique. Et c'était vraiment, même au lycée, j'étais dans la filière qu'on appelle sciences de l'ingénieur, donc vraiment où on fabriquait des robots, etc. Donc vraiment très poussé ingénierie et sciences. Ouais. Et alors justement, donc une femme en sciences, ça reste assez rare, j'ai l'impression, au niveau des statistiques. Ouais. Comment tu l'expliques déjà et comment tu l'as vécu quand tu étais lycéenne, par exemple, et peut-être par la suite ? Ouais, c'est une bonne question. Et surtout, ce qui est assez dramatique, c'est qu'on voit que c'est des chiffres qui sont en recul. C'est-à-dire qu'il y a eu une progression, alors même si elle est lente, il y avait une progression qui finalement, maintenant, on est un peu en train de revenir en arrière. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut tous combattre à l'échelle locale, dans le sens où il y a beaucoup de cette part de femmes qui ne se dirigent pas forcément vers des filières scientifiques, qui vient de biais inconscients finalement, qui sont inculqués dès le plus jeune âge. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent qu'au CP ou dans les premières classes, les filles sont bien meilleures en maths que les garçons, et que finalement, après, cette différence se creuse, et plus on avance dans les études, et plus elle se creuse finalement, mais qui sont vraiment liées à des biais cognitifs qui sont vraiment inconscients. Il y a une étude que j'aime bien où ils ont analysé des écoliers où on leur dit vous allez avoir un test de géométrie. Du coup, les filles et les garçons font le test de géométrie et les garçons sortent bien meilleurs à ce test de géométrie. Et si jamais on les met dans une condition où on dit là, vous allez avoir un test de dessin, exactement le même test par ailleurs, et là, en fait, les filles ont de bien meilleurs résultats que les garçons. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui est vraiment ancré dans la culture et contre lequel il faut se battre aussi. Et je pense que c'est pour ça, c'est très important. Moi, c'est un rôle qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. Il faut aussi avoir des modèles. Moi, j'avais beaucoup de chance. Ma mère était chimiste, elle était enseignante dans ce domaine-là. Donc, pour moi, c'était pas du tout déraisonnable de m'imaginer dans sa position. Donc, c'est très important d'avoir des modèles. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais maintenant, de faire du mentorat et d'aller parler aux plus jeunes pour leur montrer, finalement, un chercheur, ça peut aussi ressembler à ça et c'est pas impossible du tout. Alors, justement, je crois que tu es membre aussi d'une communauté qui s'appelle Mintfluencers. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette communauté ? Ouais, alors ça a été une très belle rencontre. C'est une influenceuse française qui s'appelle Galactique Chloé, donc Chloé Carrière, qui, elle, pareil, après ses études d'ingénieur, ce serait une très bonne personne à avoir sur le podcast d'ailleurs. Elle a un parcours on le note. Très alternatif. Mais voilà, après ses études d'ingénieur, elle était passionnée par le spatial. Et finalement, elle a eu un accident qui a fait qu'elle n'a pas pu se diriger vers être pilote, être astronaute, etc. Et en fait, elle s'est tournée vers la communication scientifique, donc elle en fait son métier maintenant. Et au cours de son parcours, elle s'est rendue compte que finalement, elle faisait de la communication scientifique sur le spatial,
mais que c'était une des très rares figures féminines dans la communication scientifique. On a un peu ce cliché de c'est pas sorcier ou c'est Fred et Jamy. Et donc finalement, très peu de femmes qui étaient représentées dans ce milieu-là aussi. Et donc elle a créé une espèce de première école de communication scientifique sur les réseaux sociaux pour les femmes en MINT, ou STEM en anglais, donc les matières scientifiques. Et donc quand elle a ouvert ce programme-là, finalement, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que faire de la communication scientifique, c'était toujours quelque chose qui moi me passionnait et que je faisais de façon plus ou moins active. Mais il y a toujours ce passage à l'acte de ok, est-ce que je veux ouvrir ma chaîne sur les réseaux sociaux? J'y connais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Et à travers ce programme-là, justement, où on était une dizaine de filles, où elle nous a motivés, elle nous a appris un peu les bases pour faire de la communication scientifique sur les réseaux sociaux. Alors, par la suite, tu fais cette transition justement vers l'activité économique avec Recover. Et là, je me souviens, pour poursuivre sur ce que tu viens de dire, première fois qu'on s'était eu au téléphone, tu m'avais dit, pareil, pas beaucoup de femmes dans cet univers de start-up. T'as été surprise ? Ouais, je pense que c'était un milieu encore une fois, que je connaissais pas du tout. Donc, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et au cours de mon parcours, j'avais eu l'habitude d'être souvent, entre guillemets, la seule femme dans la pièce. Donc, c'était pas quelque chose... je savais pas à quoi m'attendre. Donc, finalement, c'est en me lançant là-dedans, en allant dans les premiers incubateurs, etc., les premiers événements de pitch, finalement, je regardais autour de moi et effectivement, il y avait très peu de femmes aussi. Et finalement, les statistiques montrent que c'est encore pire que dans les sciences. En général, les pourcentages, ouais, si finalement je vais dans ce secteur-là qui est encore moins féminin, avec plein d'études qui montrent qu'en termes d'investissement de capital, il y a beaucoup d'inégalités aussi. Moi, j'ai beaucoup de chance parce qu'au sein de mes associés, je fais ça avec une de mes meilleures amies. Donc, on est deux cofondatrices et mon ancien directeur de thèse qui est cofondateur aussi, mais on est une équipe majoritairement féminine, je dirais. Et ça, c'est extrêmement rare. Et donc, pour que ça change, pour toi, alors, t'évoquais des biais cognitifs, donc il y a sûrement une dimension psychologique, éducative, etc. Ça fait quand même hyper longtemps qu'on parle du fait que les femmes sont éloignées de certains milieux ou désavantagées. Il y a des progrès parfois encore à la marge. À ton avis, ce serait quoi le choc, l'éclair pour que ça puisse changer ? C'est une très bonne question. Je pense que si j'avais la réponse, si on avait la réponse, j'espère que ça se ferait de façon assez rapide. Moi, en tout cas, ce qui m'a aidé dans mon parcours, c'est effectivement de bien m'entourer. Et finalement, même si on était peu de femmes dans ces secteurs-là, je me suis toujours entourée de femmes hyper inspirantes. Et finalement, comme on n'était pas beaucoup, ça a créé des liens très forts tout au long de mon parcours, du lycée, en école et pendant le doctorat aussi. Et il y a cette espèce de solidarité féminine qui se crée finalement et qui pour moi est très importante. C'est ça qu'il faut valoriser. Je dirais ce qui m'a le plus apporté pendant mon doctorat, c'était de faire de l'enseignement aussi. En parallèle de la recherche, on doit faire de l'enseignement et on doit prendre des étudiants en stage, etc. Et pour moi, quel a été le plus grand plaisir d'avoir des étudiantes, femmes et hommes, j'ai eu, mais après de retrouver les étudiantes que j'avais eues qui maintenant se lancent dans leur carrière scientifique, dans leur doctorat et qui donc il faut de la transmission. Absolument, c'est tellement important. Moi, j'en ai bénéficié et du coup, c'est ce que j'essaie de rendre un maximum. Et je trouve qu'il y a beaucoup c'est très important de valoriser cette solidarité féminine dans ces milieux-là qui finalement sont assez peu C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on s'aperçoit finalement que c'est assez multiculturel. On en parle aussi dans les 4 autres épisodes. Et donc aussi, voilà, c'est une des vertus de courant alternatif, c'est justement de pouvoir essayer de susciter du changement et de la prise de conscience. Je vais parler d'une autre prise de conscience. Donc le nom Recover, le R2E de Recover, ça veut dire Rare Earth Elements. Ça évoque donc effectivement les terres rares, mais ce recover au global, c'est la récupération, la régénération. Est-ce que tu penses que notre époque, malgré la prise de conscience, puisqu'elle existe, même si elle est partielle, est-ce que tu penses qu'elle intègre suffisamment l'urgence environnementale ? Moi, je pense très honnêtement que non. Et on le voit, finalement, la prise de conscience environnementale, elle date... Enfin, moi, je suis née en 97, c'était l'année du protocole de Kyoto, donc vraiment les premiers événements internationaux où on commençait à parler du climat. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 97 ? Les émissions ont augmenté, on a continué à exploiter des puits de pétrole. Donc finalement, je ne sais pas s'il y a vraiment un gain de conscience. Je trouve que finalement, on vit dans une société qui est très dématérialisée, ce qui est assez
paradoxal, parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus matérielle. Et ça, on va dire, c'est quelque chose qui est encore plus important maintenant avec tout ce qui est numérique, digital, IA. On a vraiment l'impression d'être dans un monde dématérialisé où tout est sur le cloud. Mais finalement, tous nos objets du quotidien et tous nos gestes du quotidien, ils ont un impact matériel qui est très réel. Et ça, je blâme pas les gens du tout. En tant que consommateur, on est très détaché de ça. C'est-à-dire que je vais aller acheter un stylo, par exemple, un crayon papier. Je vais en boutique, j'achète un crayon, je l'utilise, et puis je le jette, et puis il finit à la poubelle. Et puis moi, finalement, avant que le stylo soit en magasin, et puis après, une fois que je l'ai jeté, je ne le vois pas, c'est pas mon problème, entre guillemets. Alors que ce crayon-là, et un crayon en papier, quelque chose de très simple. Un crayon en papier, c'est quoi ? C'est du bois, de cèdre en général, c'est une mine en graphite, c'est une gomme et un petit bout d'aluminium qui permet de sécuriser la gomme. Mais en fait, si on regarde tous ces éléments-là de façon distincte, ce qu'il a fallu pour produire ce crayon... J'ai pris l'exemple du crayon en papier, c'est un objet très simple. Hein. J'ose pas parler d'un téléphone ou d'une tablette. Hein. Et finalement, c'est des éléments qu'il a fallu aller extraire dans les mines de graphite en Chine avec des impacts sociétaux et environnementaux qui sont très importants. C'est du bois de cèdre qui vient peut-être du Canada. C'est de la gomme, c'est du caoutchouc peut-être qui vient d'Indonésie. Et finalement, c'est tous ces éléments-là qui un jour ont été amenés dans une usine de fabrication de crayons papier en Allemagne avant de se retrouver dans le commerce à côté de chez moi. Et en fait, tous les objets du quotidien, ils ont un impact comme ça. Ils ont une histoire donc qui commence de la production et qui finalement, après, se termine dans la fin de vie aussi. Et qu'est-ce qu'il arrive à tous nos objets du quotidien en fin de vie ? En fait, on ne sait pas du tout. Et moi, ça a été vraiment très, très poignant parce que pendant toutes mes études, c'était vraiment, on va dire, la recherche très fondamentale, très abstraite. Et puis quand j'ai commencé à m'attaquer au sujet du recyclage et que finalement, j'ai visité mes premiers centres de tri et de recyclage, mais j'invite tous les auditeurs, si vous le pouvez, à aller visiter un centre de tri et de déchets et de recyclage. Parce qu'en fait, c'est là que ça se passe. Tous les trucs qu'on jette, ils se retrouvent là. Et quand il n'y a pas de solution de recyclage, ils sont incinérés ou ils sont mis en terre ou ils sont... Enfin, c'est... Donc la communication sur le cycle de vie d'un objet de consommation, ça serait pour toi déjà une façon de mieux réveiller les consciences. Complètement. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très important. C'est des choses que j'essaie de faire sur ma chaîne aussi. Mais ouais, c'est vraiment ce gain de conscience que tout a un coût, pas uniquement un coût économique, mais une empreinte, une empreinte matérielle. Mais c'est intéressant, ça me fait penser à la BD de Jean-Marc Jancovici. Ouais, qui est excellente. Où il compare un peu chaque être humain à un Iron Man et il dit en fait, pour fonctionner, tu as besoin de tant d'énergie. Ouais, et en fait, on se rend pas compte, c'est nos esclaves énergétiques. En Europe, c'est à peu près une personne à 100 esclaves énergétiques. Ouais. Qui nous permettent d'avoir le confort de vie qu'on a actuellement. Puisque l'énergie est partout, tous les jours, on fait une machine à laver, on appuie sur l'interrupteur, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte. C'est deux choses qui sont très importantes. C'est d'une part l'énergie, moi, ce n'est pas ma spécialité, ça, je laisse ça aux physiciens et aux ingénieurs. C'est l'énergie d'une part et les ressources de l'autre. Et les deux sont forcément corrélés. Quand je dis ressources, c'est vraiment de façon très large. Pour l'énergie, ça peut être une ressource comme le pétrole ou ça peut être une ressource comme le vent pour les énergies renouvelables, et les ressources métalliques, le verre, le sable. C'est des sujets qui sont extrêmement complexes et les deux sont vraiment très complémentaires pour comprendre le monde dans lequel on vit. Je reviens sur la science, puisque donc effectivement, tu es investi pour que la communauté scientifique soit, par exemple, plus féminine, à titre d'exemple. Mais si aussi on se rend sur ton Instagram qui s'appelle VR Doctor, je trouve génial, donc j'invite nos auditrices et nos auditeurs à cliquer dessus sur Insta, parce que en fait, tu abordes la science d'une façon que je trouve super moderne, fun. Pour toi, est-ce que la science a besoin d'être dépoussiérée ? Ouais, je pense il y a c'est une discussion qui est assez importante parce que c'est toujours en termes de perception. Quelle est la perception, on va dire, du public en général vis-à-vis de la science ? En général, la chimie a très mauvaise presse. T'en parlais dans le deuxième épisode, les produits naturels versus les produits synthétiques, alors que finalement, c'est pas aussi blanc et noir que ça. Et la science, on le voit, c'était le cas pendant la crise Covid, où finalement, il y a aussi une incompréhension de la part des gens, et du coup, ça
entraîne des reculs et des peurs qui sont parfois pas rationnelles du tout. Et donc pour moi, c'est très important d'amener la science d'une façon qui soit complètement accessible à tout le monde. Et je trouve qu'en tant que chercheuse et scientifique vraiment de cœur, c'est un privilège que nous on a de faire la recherche qu'on fait et vraiment de comprendre la matière et de pousser les limites de la connaissance humaine. Ça, c'est une chance qui est exceptionnelle. Mais si jamais on ne traduit pas ces découvertes-là au grand public, Oui. pour moi, ça ne sert à rien. Mais alors du coup, est-ce que tu penses que la science a perdu le goût du risque ? Ah non, je dirais pas ça. Il y a des gens qui travaillent sur des thématiques. Alors, le risque dans quel sens ? Parce que... La volonté d'être disruptif, de vraiment changer le monde. Je dirais que non, et ça, il suffit de regarder à toutes les innovations qui naissent. Moi, je trouve que face aux urgences climatiques et globales qu'on a aujourd'hui, c'est facile d'être, entre guillemets, pessimiste et de dire qu'il n'y a pas de solution. Mais en fait, des solutions, il y en a plein. Et il y a plein de gens qui sont hyper innovants et qui se battent au quotidien pour changer le cours des choses. Et non, et le fait que ces innovations, elles continuent d'arriver, je trouve que c'est la preuve que la science continue à pousser ses limites. Et tu trouves qu'on en parle assez de ces gens-là ? Parce que j'ai l'impression que pour plonger dans un courant comme le tien, il faut être assez curieux. Comment on essaie de toucher le grand public ? Enfin, surtout que toi, tu récupères de l'europium à partir d'une ampoule. Et Ouais. l'ampoule, elle est utilisée par tout le monde, tous les jours. Donc, comment on fait pour ne pas être dans une niche ? C'est une bonne question. En l'occurrence, ce qui s'est passé dans notre cas, c'est que le projet n'était pas forcément... Il était connu en Suisse parce qu'on avait reçu un prix au sein de l'université. Mais ce qui a pour nous vraiment fait une différence majeure, c'est ce prix des jeunes inventeurs de l'Office des brevets européens. Parce que finalement, il a été associé à une exposition médiatique qui était très importante. Et dans le sens où finalement, on a vu que les médias aussi s'emparaient de ce sujet-là, qui lui donnaient de la visibilité. Et nous, ça nous a aidés de plein de façons différentes. Mais que finalement, il y avait un intérêt pour ces sujets-là. Et c'était le cas pour les autres jeunes inventeurs qui étaient nominés à mes côtés, qui ont des innovations qui sont absolument fantastiques. Enfin, je veux dire, on était 10 groupes de jeunes inventeurs à être sélectionnés. Finalement, on était 3 à être récompensés par un prix. Une des autres technologies qui a été récompensée, c'est 2 jumelles américaines qui ont réussi à faire finalement une espèce de photosynthèse artificielle où elles arrivent à convertir le CO2 de l'air en cellulose. Et elles arrivent à fabriquer des tissus à partir du CO2 de l'atmosphère. Complètement fou. Et donc, ça supprime le CO2 en question ? Ça utilise le CO2 comme source de carbone finalement pour les fibres textiles. D'accord. Donc, enfin, je veux dire des sujets qui sont absolument formidables et du coup qui ont eu une exposition médiatique très importante. Et finalement, on est humain, on a tous envie d'avoir des bonnes nouvelles et de voir qu'il y a des solutions à tous les problèmes actuels. Est-ce que tu as appris beaucoup sur toi-même dans ce processus qui a consisté de passer de la théorie à l'action ? Ah oui, je continue d'apprendre tous les jours. Hein. Ça, c'est justement ce que je trouve très intéressant dans cette transition-là. Moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'ai toujours essayé d'être en dehors de ma zone de confort. Donc là, vraiment... Et est-ce qu'il y a eu des petits défis, des doutes Non, tout à fait. Des doutes, forcément, parce que quand on transitionne, on va dire, de la recherche à l'entrepreneuriat et essayer d'établir du coup une compagnie qui à terme serait rentable, etc. Finalement, il faut réussir à se projeter, à se dire comment on va développer ça, quel est le business model, combien ça va coûter. Et finalement, on se base sur beaucoup de choses où on n'a pas encore toutes les données. Donc parfois, on a l'impression que c'est vraiment un grand bond en avant et ça peut faire peur. Mais après, il faut se rendre compte que c'est un chemin et qu'il faut le gravir marche après marche, pas après pas, et que c'est incrémental et qu'on le fait parce que, avec mon associé, parce qu'on se régale et qu'on apprend et que c'est un sujet vraiment, vraiment passionnant. Alors, je vais revenir sur tes origines. Hein. Tu es biculturelle. Houston. Alors, tout à fait. Toulouse. Je suis née à Houston, tout à fait, au Texas, de parents français. Donc, j'ai la double nationalité via le droit du sol. Oui. Mais j'ai grandi, on va dire, j'ai vécu la plupart de ma vie, effectivement, à Toulouse, dans le sud de la France. Et maintenant, presque triculturelle, en quelque sorte, parce que tu es zurich. Avec la Suisse. Alors, tu te sens plus suisse, française ou américaine ?
Oh mon Dieu, ils m'ont posé la question pendant la cérémonie au prix de l'EPO. C'était quel pays a la meilleure nourriture et j'ai osé dire en live que... La France, évidemment. Alors, la France, évidemment, mais la question était quel est le pays qui a le meilleur chocolat et j'ai osé dire la Suisse et ma mère après m'a dit mais non, mais le chocolat en France, on a dit super chocolat, je suis désolée. Bon, il y a pire comme incident diplomatique. Non, voilà, tout à fait, mais voilà, ça restera enregistré et en ligne. Est-ce que tu es fière de cette double nationalité ? C'est une question qui est assez difficile. Je pense que je suis très fière de mes origines et de mon parcours de vie et je suis très reconnaissante à mes parents de nous avoir permis. Ma sœur aussi est née aux États-Unis et d'avoir finalement cette culture, cette double culture, on va dire. Je trouve que c'est une richesse. Donc ça, je l'accepte. Après, il faut remettre les États-Unis dans le contexte dans lequel ils sont actuellement, où effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Je veux parler ici dans le cadre, par exemple, que de la recherche scientifique, mais effectivement, où il y a beaucoup d'agences internationales qui sont en train de fermer, où tous les financements pour la recherche sont en train d'être fermés. Des chercheurs qui doivent partir. Donc il se passe des choses qui sont vraiment très graves. Par exemple, pour parler des métaux, en l'occurrence, il y a des projets d'exploitation minière des fonds marins qui vraiment un consensus international qui dit qu'il ne faut vraiment pas faire ça parce que les fonds marins, on ne les connaît pas du tout et il y a un risque environnemental qui serait majeur. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être poussé par les États-Unis, justement pour avoir la main mise sur plus de ressources. Donc, il y a plein de choses qui résonnent plus forcément avec moi, mes valeurs en tant que personne. Donc, je m'en éloigne un peu et puis on verra où l'avenir nous mène. Quels sont les prochains défis pour toi ? Alors, au sein de Recover, il y en a plein et c'est ça qui est super intéressant. Pour l'instant, on est effectivement au sein de l'incubateur de l'université et le but, c'est vraiment de comprendre justement comment transformer une technologie de laboratoire en quelque chose qui puisse être commercialisable. Et donc là, il y a tout à faire. Il y a la mise à l'échelle du procédé chimique avec tous les différents challenges que ça peut impliquer. Il y a comprendre qui sont nos clients potentiels parce qu'effectivement, comme c'est un sujet qui est géopolitiquement assez intense, les terres rares, finalement, il y a peu de connaissances publiques sur la chaîne de valeur. Où sont les terres rares ? Est-ce que c'est des terres rares transformées ? Qui les utilisent, etc. Donc, nous, ça nous pousse effectivement à discuter avec pas mal d'industriels. Donc, c'est très intéressant de comprendre toute cette chaîne de valeur et où est-ce que nous, on peut apporter notre solution technologique qui marche avec les ampoules à l'échelle de laboratoire, mais est-ce qu'on peut tester d'autres types de déchets ? Où est-ce qu'il serait le plus intéressant de valoriser ces déchets, etc. Il y a plein de questions auxquelles répondre encore. Il pourrait y avoir des pressions sur ton activité ? En termes... vu que tu recycles une terre rare, ça veut dire qu'on a moins besoin potentiellement d'avoir accès à cette terre rare. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où nous, on est encore une toute petite échelle et pour l'instant, l'impact est encore à prouver en termes de mise à l'échelle. C'est pour ça que pour l'instant, on a vraiment un focus aussi à l'échelle européenne, en l'occurrence... parce que les lignes bougent assez rapidement en Europe aussi, et donc c'est pour ça qu'on se focalise sur ce marché-là. L'an dernier, il y a eu le Critical Raw Material Act qui est passé à l'échelle de la Commission européenne, avec du coup ces chiffres très ambitieux en termes de souveraineté pour tous les métaux critiques, dont les terres rares. Donc les lignes bougent et il y a plein de choses à faire en Europe. Je pense qu'effectivement, si jamais à l'international, il peut y avoir des tensions qui font qu'on peut se heurter à certaines résistances. Tu es une femme optimiste ? Complètement. Et pour l'instant, elle n'a pas encore été teintée. Alors, je suis optimiste, mais lucide aussi. Je pense qu'il faut être curieux, et il faut se poser des questions, et il faut questionner effectivement le monde dans lequel on vit. Rien prendre pour acquis. Je pense que ça, c'est très important. C'est une espèce de curiosité scientifique qu'il faut vraiment réussir à apporter à tout dans la vie. Mais je reste optimiste parce que quand on est dans une situation difficile, on peut baisser les bras, mais pour moi, tant qu'on est dans l'action, il y a forcément des solutions qui peuvent arriver. Donc, je suis optimiste et dans l'action. Et alors, du coup, petite question rituelle. Si tu devais transmettre une impulsion, une énergie à celles qui veulent vivre et penser autrement, ce serait laquelle, Marie ? Franchement, foncez.
Foncez. Et je pense que pour pouvoir foncer de façon sereine, il faut bien s'entourer. Moi, c'est une chance que j'ai, que ce soit dans mon cercle familial, amical, mon partenaire aussi, qui est vraiment ma plus grande source de support. Il faut bien s'entourer parce que c'est des choix qui ne sont pas évidents. Mais si on le fait, c'est parce qu'on a une espèce de feu intérieur qui nous pousse vers ces courants alternatifs. Et voilà, il faut bien s'entourer pour pouvoir le faire de façon sereine. Si je te donne une opportunité en or tout de suite, qui est de faire face à une tribune mondiale avec tous les dirigeants de la planète, qu'est-ce que tu leur dis en anglais? Wow. We need to change. We need to change the way things are being done now because it's clearly the wrong direction. Donc, il faut vraiment apporter du changement parce que la ligne qu'on suit actuellement, elle va dans le fossé. Ok. Oh, pardon, c'était un mélange franco-anglais. C'est vraiment à mon image. Ce serait quoi pour conclure le courant alternatif de Marie Perrin? D'être curieux, toujours. Très bien. Eh ben, on va finir sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume. Marie. C'était un plaisir. C'était très intéressant et à bientôt et bonne chance. Merci. Merci beaucoup d'avoir plongé avec nous dans ce courant alternatif. N'oubliez pas de nous suivre et partager le vôtre sur notre Instagram, Courant Alternatif Podcast. Et à très vite pour un prochain épisode.